Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Dans le cadre de cette deuxième session dédiée au Lean Management, c'est son application hors atelier qui va être abordée. Et pour cela, 3 intervenants vont avoir le plaisir de partager leur expérience et leurs conseils. Mais avant tout, passons la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du projet Entraide. Merci Jean-Jacques et bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire du programme Entraide de la FQP PACA. Aujourd'hui, ce webinaire rentre dans la catégorie grand témoin. Ce webinaire fait partie d'une série de trois web que AFQP PACA consacre aux lignes et donc sur lequel nous proposons un zoom dans 3 directions. Le Lean est une approche d'amélioration des organisations et il reste aujourd'hui l'apanage des grosses structures manufacturières. Donc, une réflexion dans ce sens-là. Une deuxième réflexion et c'est le Lean d'aujourd'hui, sur le fait que le Lean est une approche très efficace en amélioration de la performance de tous les processus des organisations. Or, on constate qu'il reste principalement mis en œuvre dans les process de production et beaucoup moins sur les autres process de l'organisation. Comme d'ailleurs, d'une manière générale, peu dans les entreprises de services. Nous consacrerons un dernier web de ce Zoom sur la qualification des responsables Lean dans les organisations, tant les organisations ne peuvent être meilleures que les gens qui en font la performance. Donc, aujourd'hui, notre web est sur le Lean Office et le Lean Service. Le propos de notre intervenant, appuyé par le témoignage d'une entreprise, est d'apporter des réponses à 2 questions. Pourquoi et comment, pour une entreprise industrielle, passer du Lean Manufacturing au Lean Office? Et comment, pour une entreprise de service, mettre en œuvre le Lean Service? Pour nous parler de ce sujet, notre intervenant sera quelqu'un que peut-être vous connaissez si vous êtes dans le 06 et si vous vous intéressez au Lean. Il a animé le cercle Lean qui a été très apprécié pour ses Gemba Walk dans le 06. Il s'agit de Guillaume Durand. Guillaume est ingénieur et il a été pendant plus de 10 ans manager de prod dans différentes entreprises industrielles, dont l'automobile. Il est aujourd'hui conseil en Lean Management. Guillaume appuiera sa présentation sur le témoignage de l'entreprise Schneider Electric en matière, donc l'expérience de Schneider en matière de Lean Office. 2 témoins chez Schneider Electric, Laurence Dupont, qui est chef du service de gestion des évolutions des produits et qui est animatrice du projet pilote Drive. Le deuxième témoin est Patrice Larmoyer, qui a été directeur de projet optimisation de l'efficience des processus chez Schneider et qui est aujourd'hui, lui aussi, conseil en Lean Management. Le programme d'aujourd'hui comporte 4 séquences. Guillaume va présenter ce qu'est le Lean Office et le Lean Service et comment les mettre en œuvre. Laurence et Patrice vont nous présenter à travers un exemple de leur expérience la mise en œuvre du Lean Office chez Schneider. Ensuite, Guillaume conclura et pour terminer, Guillaume, en compagnie de Laurence et de Patrice, répondront à vos questions. Voilà pour le programme. Eh bien, Guillaume, je te passe la parole et bon web à tous. Merci. Merci Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors on va démarrer en rappelant ce qu'est le Lean. Alors je reprends la définition qu'avait proposée Patrick Fouilleul lors du premier webinaire. Donc c'est le président de Toyota en 1970 qui dit « Prendre conscience du temps qui s'écoule entre le moment où le client passe commande et celui que nous encaissons. » Donc il faut réduire ce temps en éliminant les gaspillages qui n'apportent pas de valeur ajoutée.
Alors, la première remarque, c'est que dans cette définition, on peut se rendre compte que Taiichi Ohno ne se contente pas, ne se cantonne pas à la production de biens et aux ateliers de fabrication, parce on parle de recevoir, réceptionner une commande client, de la traiter, on parle d'encaissement, donc en fait, la notion d'office, c'est-à-dire de lean dans les processus hors atelier, hors production, les bureaux, l'administration, eh bien, elle est déjà présente. Quand on regarde la maison Toyota, qui représente le système de production Toyota qui a donné naissance au Lean quelques années plus tard, on voit les bases avec le standard, la stabilité, les objectifs, on les connaît. Et ce qui est important là, ce sont les deux piliers du Lean qu'on avait déjà vu avec Patrick, mais on va les reprendre rapidement. Le premier, c'est la qualité intégrée. Ça consiste à détecter et réagir au plus tôt par rapport à des problèmes de qualité qui apparaissent dans un processus, d'analyser les causes racines et de verrouiller la récurrence en fait, de ces problèmes par différentes méthodes. Donc, c'est ce qu'on appelle la qualité intégrée dans le process. L'autre pilier, l'autre jambe sur lequel s'appuie le Lean, si on peut dire, c'est celui des flux. On parle juste à temps, de flux continu, de demandes tirées par le client. Donc là, il y a une notion d'assainissement des flux, d'allègement des flux dans le sens de les alléger de leur gaspillage. Ça veut dire accélération, ça veut dire stabilité, régularité, ça veut aussi dire le moins de stock ou d'encours possible. Et ce qui est intéressant dans ces deux piliers, c'est qu'en fait, quand vous travaillez sur la qualité, eh bien, ça va vous permettre forcément d'être plus à même d'accélérer les flux. Parce qu'un processus qui est sain, qualitativement, forcément, il va pouvoir fournir un flux plus performant. Mais ce qui est bien de savoir aussi, c'est que quand on travaille sur les flux, eh bien, du coup, en accélérant et en mettant en contrainte le système, on va faire apparaître les défauts qui jusque-là n'étaient pas apparus. Donc, on s'améliore, on fait apparaître les défauts, et du coup, ça encourage à retravailler sur la qualité du processus, et ainsi de suite. Il y a un échange, il y a une vraie dynamique entre ces deux piliers, c'est la dynamique de l'amélioration continue. Alors, la notion de valeur ajoutée qui est clé aussi, donc c'est ce pourquoi le client est prêt à payer. Il faut toujours avoir ça à l'esprit quand on fait du lean, quel qu'il soit. C'est le leitmotiv. Et la notion qui est importante derrière ça, c'est la notion de transformation du produit. Parce qu'un processus, c'est une suite d'étapes dans lesquelles le produit va être transformé, mais toute transformation n'est pas valeur ajoutée. Alors, ça nous amène au gaspillage. Donc, on l'avait vu lors du premier webinaire que le Lean va focaliser sur les gaspillages pour les réduire. Le premier, c'est la surproduction. Donc, j'en dis rapidement un mot, même si je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, on l'a déjà vu. La surproduction, c'est le plus important de tous les gaspillages parce que vu qu'on produit plus que ce qui est nécessaire au moment où on produit, eh bien, dans ce volume-là, il y a tous les autres gaspillages qui sont contenus. Voilà pourquoi on fait particulièrement la chasse à la surproduction. D'où l'intérêt aussi d'avoir un système qui est basé sur la demande du client, donc des flux tirés. Les surstockages, les transports inutiles, voilà un gaspillage très courant. Les traitements superflus, donc c'est quand on a un problème, au lieu de résoudre à la base, on va inventer une nouvelle action, un nouveau système, un nouvel outil, un nouveau process pour corriger ce problème. Alors que dans l'idéal, il faut évidemment chercher à corriger sa cause pour qu'il ne soit plus là et qu'on n'ait pas besoin d'alourdir. Les mouvements improductifs, les non-conformités, la non-qualité interne et bien sûr celle qui peut toucher le client, les attentes et la sous-utilisation des compétences, le fait de ne pas associer autant qu'on pourrait le personnel à la marche de l'entreprise et à l'amélioration de l'environnement de travail et des process. Alors maintenant qu'on a revu un petit peu ce qu'était le Lean, on va voir quelles sont les différences et les rapprochements entre le Lean Manufacturing, qui est le Lean dans les usines et les ateliers de production, et le Lean Office, qu'on appelle en France aussi service, et qui va être mis en œuvre dans ce qui n'est pas la production, c'est-à-dire tout le reste. Ça veut dire une entreprise qui fait de la prod, mais qui a forcément aussi un service commercial, un service comptable, des services support. Mais voilà, là, on est dans l'office.
Et bien sûr, une entreprise qui propose des services, comme une entreprise d'aide à domicile, par exemple, et bien, là, on est aussi dans le pur service, donc dans l'office en anglais. Alors, les différences, évidemment, le manufacturing, c'est matériel, c'est concret, on peut le toucher. L'office, c'est immatériel. D'un côté, on a un produit, d'un autre côté, on a de l'information, des données. D'un autre côté, on a des machines avec du travail manuel. Et d'un autre côté, on a surtout des ordinateurs et des technologies de l'information et de la com, parfois du papier. Voilà les différences qui sautent aux yeux. Mais au-delà de ces différences, finalement, il y a des points communs. Donc, tout d'abord, qu'on parle de matériel ou d'immatériel, on est toujours dans une notion de flux dans laquelle on peut gagner entre 30 et 50% de productivité, qu'on parle de temps d'écoulement, qu'on parle de taux de qualité, d'efficience. Et je dirais même que dans les services, enfin dans les processus Office en l'occurrence, ce gisement, il est certainement plus important encore que dans la production, justement parce que les choses sont immatérielles. Donc, elles sont cachées. Donc, les gaspillages se cachent d'autant plus facilement. Alors, on a un produit d'un côté, on a uniquement des informations et des données de l'autre dans l'Office. Mais par contre, on est dans une logique de processus et encore une fois de flux de valeur. Donc ça, c'est tout à fait commun. D'ailleurs, dans les usines, quand on travaille sur les flux physiques, on ne les dissocie jamais des flux d'informations. Et donc, eh bien, on travaille sur les flux d'informations dans l'Office. D'un côté, on a des machines et du travail manuel, d'un autre côté, de l'informatique, mais en tout cas, c'est toujours des hommes et des femmes qui font fonctionner les entreprises, qui mettent en marche les processus, et c'est toujours le facteur humain qui est la clé pour progresser. Et donc là, on converge en fait vers des outils ou des approches qui sont communes. Donc, quand on parle de matériel ou d'immatériel, dans tous les cas, on va utiliser le management visuel. Et là, encore une fois, dans le service, il va avoir encore plus d'impact, ce management visuel, parce qu'il va encore plus révéler des choses, puisque dans l'Office, les données sont moins visibles qu'un produit qui avance sur une ligne de fabrication. Quand on est dans la qualité des processus, on parle de flux de valeur, donc forcément, c'est la qualité intégrée. Et les détrompeurs. Les détrompeurs, c'est, on va dire, quand on est au bout d'un processus de résolution de problème, qu'on en a trouvé la cause et qu'on veut le verrouiller, vous connaissez tous les détrompeurs physiques des cartes SIM de nos téléphones portables qui sont biseautés d'un côté pour qu'on ne puisse pas les monter à l'envers. Ça, c'est un détrompeur physique. On l'appelle Pokayoke chez Toyota. Et en information, on peut aussi avoir des détrompeurs. Par exemple, en informatique, vous avez un formulaire à remplir et vous aurez un menu déroulant pour éviter d'écrire de manière différente et pour permettre un traitement des données. On peut aussi avoir des réponses incorrectes avec un message automatique qui empêche les erreurs. Donc, on voit que les détrompeurs sont tout à fait adaptés à l'information et au flux d'informations, surtout avec les technologies actuelles. Voilà, je pense notamment à tout ce qui est 4.0. Alors après, quand on parle des hommes et des femmes, eh bien, là, il s'agit de mettre en place l'amélioration continue et les standards de travail. Alors là aussi, dans une usine, la notion de standard peut être plus facilement acceptée parce que ça paraît logique quand un opérateur fait une tâche répétitive, physique, avec des outils sur un produit ou sur une machine, de définir le protocole, le mode opératoire, de manière à pouvoir former les autres et de faire en sorte que tout le monde fasse pareil et qu'on puisse maîtriser ce qui se passe et s'améliorer. C'est le principe du standard qui s'inscrit dans le PDCA. Et donc, c'est peut-être un peu moins évident de le faire passer dans l'Office, mais c'est le cas aussi puisque, par exemple, un formulaire de recueil de données, c'est un standard. Ça évite de prendre les informations de manière variable et différente selon les interlocuteurs, et donc, ça élimine les gaspillages. Alors justement, les gaspillages, on y revient, mais cette fois, on va juste prendre quelques exemples relatifs au flux d'informations. Donc le surstockage, par exemple. Dans un processus de recrutement, vous pouvez avoir à un moment donné énormément de candidatures qui vont arriver. On n'a pas prévu de système qui permet de piloter ce stock, parce que là, on est dans un stock, à une étape donnée, et ça va bouchonner parce qu'on n'a pas le temps de tous les traiter pour voir lesquels on garde, à qui on fait passer le premier entretien, etc.
Donc là, sur stock. Quand on est dans le surprocessing, dont j'en parlais tout à l'heure, on peut aussi avoir des critères de décision d'orientation qui vont faire des allers-retours entre les différentes étapes. Par exemple, on a un recruteur RH qui doit faire un premier tri, et puis ensuite, on a l'entretien avec le manager opérationnel. Et pour peu que les choses ne soient pas très bien calées, eh bien, on va avoir des décisions incohérentes. On envoie le candidat à l'étape suivante alors qu'en fait, ce n'était pas bon. Donc, voilà, on a cette notion aussi du coup de travail supplémentaire qu'on va mettre en œuvre pour pallier à tout ça. Donc, les non-conformités, ben, voilà, encore une fois, une question qui nous ramène au standard. Donc, on peut très bien faire un mauvais recrutement ou en tout cas perdre du temps avec un recrutement qui a été mal qualifié au départ. Donc, on est dans le traitement des données, la notion de méthode et de standard. Et puis, les attentes, ben, je pense que tout le monde ici a pu expérimenter le fait d'attendre des informations, d'avoir un dossier qui est bloqué parce qu'il manque une info. Donc là, on est dans une logique de flux d'informations avec un problème d'attente, un des gaspillages classiques. Voilà, donc avant de continuer avec un exemple, je vais reprendre les termes qu'avait évoqué Patrick Fouilleul lors du premier webinaire sur le Lean, les points clés pour mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas tous les citer, on va les afficher. Patrick en avait parlé, on va en parler de quelques-uns simplement. Donc, l'engagement de la direction, ça c'est très important. On ne peut pas faire du Lean si la direction n'est pas 100% convaincue et engagée personnellement dans le pilotage du Lean. Donc, la valeur ajoutée avec les flux tirés. Donc, les flux tirés, c'est vrai quand un client commande un amortisseur pour achalander des magasins de pièces de rechange, mais c'est vrai aussi quand un client va faire une demande qui va être traitée dans un flux d'information. On a des demandes qui tirent le flux. Le management visuel, on en a parlé, donc les gaspillages aussi. Le fait d'associer le personnel au projet, c'est clé. On ne peut pas faire de Lean sans management participatif, sans confiance et sans laisser le droit à l'erreur aussi, à l'expérimentation à travers l'amélioration continue. Alors, l'enregistrement des données, ça c'est un point important parce qu'on est factuel pour avancer, pour faire des constats et pour résoudre les problèmes. Et alors, dans les flux d'information, c'est assez facile d'avoir des données factuelles parce qu'avec l'informatique, eh bien, on peut justement traiter tout ça. Voilà, donc la qualité dans le processus, la notion de stabilité, tout ça, on l'a vu. Alors, je vais rapidement donner un exemple avant de laisser la parole à Patrice. C'est l'exemple de la VSM, parce que la VSM, c'est un outil très courant dans le Lean, aussi bien dans le manufacturing que dans l'Office. Il est très souvent utilisé en début de projet. Il va servir à cartographier le flux, c'est-à-dire à avoir une représentation commune et partagée du flux et de ses caractéristiques. Donc, une fois qu'on a matérialisé ce flux, parce que là, il y a une équipe pluridisciplinaire qui est allée sur le terrain, qui a fait des relevés. Donc, le terrain dans une usine, c'est les ateliers de fabrication, mais le terrain dans une entreprise de service, ça va être les bureaux, ça va être aller voir dans les ordinateurs comment se présentent les logiciels, les interfaces, où arrivent les problèmes, comment ils se présentent, combien de temps on met pour faire cette tâche, les difficultés. Donc, on va sur le terrain, on collecte les données et puis on représente les différentes étapes qui ont lieu de manière visuelle. C'est d'autant plus utile, du coup, dans l'Office où on va rendre visuel. Et là, pour la première fois, vous allez avoir des personnes de différents services, comptabilité, commerciale, qui vont se retrouver dans une salle et qui vont voir la même chose. Parce qu'ils ont fait les relevés et que ce sont eux qui ont collecté ça et ce sont eux qui ont fait la représentation. Et cette représentation va permettre de voir quels sont les moments où on a de la valeur ajoutée, les moments où on n'en a pas, d'identifier les points clés. Et après, on va traiter ces points clés, ces leviers d'amélioration avec les outils adaptés, en sachant que le Lean a beaucoup d'outils et c'est à utiliser, à choisir avec discernement en fonction du contexte. Ce qui est intéressant de noter là, c'est ma dernière remarque pour cette première partie, c'est que là, dans les angles de la VSM,
eh bien, on a mis en œuvre les principes de management du Lean, parce qu'il ne faut pas oublier que le Lean, ce n'est pas que des outils et une méthode, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi du management. Et donc, ben là, l'un des premiers principes, c'est d'aller sur le terrain quand on est manager, voilà, de ne pas voir les choses depuis son bureau ou à travers des informations qui peuvent être transformées, mais d'aller vraiment faire des constats soi-même. Être factuel, donc on mesure des temps, on mesure des niveaux de stock, on mesure un nombre de dossiers qui est en attente, on mesure le temps moyen de l'attente des dossiers dans le processus de recrutement. Et puis bien sûr, on implique le personnel puisque cet atelier, eh bien, il est fait avec une équipe pluridisciplinaire. Voilà pour l'exemple. Je vais maintenant laisser la parole à Patrice. Oui, merci Guillaume, bonjour à tous. Et alors en fait, on est deux, hein, Laurence et moi-même. Donc Laurence, d'ailleurs, si tu peux allumer ta caméra, on te verra aussi. J'avais le rôle dans ce projet, donc on a l'ambition de vous montrer un exemple de réalisation. Donc j'avais le rôle de chef de projet et d'apporter la méthodologie quelque part. Et Laurence était le souffre-douleur, c'est-à-dire la cliente du projet, donc partie prenante, mais également en charge du processus. Donc elle a surtout la lourde charge de pérenniser les améliorations. Et donc son rôle ici, ça va être vraiment de nous faire son retour d'expérience. Voilà, alors je partage mon écran et je passe en mode présentation. Voilà, petite introduction sur Schneider Electric. Je ne sais pas si vous voyez ce petit écusson. Voilà, petite introduction sur Schneider Electric. Donc c'est une vieille boîte, 180 années, mais qui s'est énormément transformée. À l'origine, une boîte dans la métallurgie et la fonderie, et aujourd'hui complètement dans l'électricité, la digitalisation. Avec, comme vous voyez à l'écran, des segments de marché qui sont au nombre de 8, tous concernés par l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui de droite, Industrial Automation and Control, qui est une business unit de Schneider Electric et qui a un portefeuille de produits particulièrement complexe en nombre de références, nombre de produits, mais aussi en technologie embarquée, puisqu'on retrouve de la mécanique, de l'électromécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué également dans les produits. Et puis toute la connectivité, collaboration, le cloud, etc. Voilà, alors le projet avait comme déclencheur quelque part un objectif de la direction qui était besoin de 20% de productivité sur le PEP. Donc le PEP, c'est le Product Evolution Process, dans ce périmètre de Business Unit Industrial Automation. Le PEP est le process qui se situe entre la création du produit à l'origine du cycle de vie et le retrait du produit à la fin du cycle de vie. Et sur les produits de Schneider Electric qui ont un cycle de vie on va dire, entre 3 et 20 ans, donc ce processus-là intervient sur toute cette période. Il met en œuvre les demandes d'évolution qui arrivent pour motif qualité, marketing, QVE ou obsolescence. Et puis, il est collaboratif, c'est-à-dire que toutes les fonctions collaborent, que ce soit la qualité, marketing, R&D, validation, industrialisation, usine, et puis des fonctions support. Alors, une première... dès le début, on a considéré qu'il fallait une approche scalable, c'est-à-dire par échelle, parce que ce processus, comme la majorité des processus Office, et c'est peut-être une grosse différence avec le manufacturing où on travaille sur un îlot de production, bien souvent, ce processus est très transverse. Et en général, les processus Office sont transverses. Et en plus, le nombre de personnes qui travaillent sur ce processus dans la business unit était très important puisqu'il est exécuté sur 6 centres de gestion de produits, 3 continents, etc. Donc, on a cherché un pilote. Et d'abord, on a pensé à une activité qui s'appelait Drive et on a dit ça, c'est encore trop grand. Donc, on a cherché un autre pilote dans le pilote, c'était une ligne de produit. Voilà, ATV Process Hardware. Ensuite, le projet a été étendu à l'activité Drive et puis, finalement, il a été extrapolé à tout le périmètre. Et je pense que
dans les projets Lean Office, on n'échappera pas à cette approche-là, parce que dans un workshop, dans un atelier, on ne peut pas avoir de la cacophonie. Il faut un nombre de personnes limité, mais qui soit représentatif. Donc, on reviendra sur ce sujet dans les points clés à la fin. On a mis en œuvre une approche rigoureuse par étapes. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes. Allô, tout le monde n'est pas en mute, alors peut-être Jean-Philippe, tu peux mettre... Voilà, merci. Donc les étapes, vous voyez que les 3 premières étapes importantes sont toutes destinées à définir quel sera le projet. C'est-à-dire qu'on a une étape où on va récolter des données, collecter tout ce qu'on peut collecter en volumétrie, en quantitatif surtout, mais aussi en qualitatif. Et puis ensuite, on a une étape de diagnostic à proprement parler, où là, on va rentrer dans les outils comme la VSM. En l'occurrence, dans ce projet-là, c'était un mapping des activités, VA, non VA. Et puis, on va chercher des plans d'action, les proposer, et puis on aura à ce moment-là une décision, parce qu'on va engager l'entreprise. On a une décision en comité de direction d'y aller, et ensuite, on rentre dans la partie qui est la plus longue, mais ici la plus simple, puisque là, on est juste dans l'exécution des plans d'action. Juste un slide pour vous montrer un petit peu la panoplie des outils et méthodes, même si je suis conscient que quelquefois on veut en savoir plus là-dessus. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas le temps de s'étaler trop. Donc, juste pour vous montrer que le mapping des activités, on l'a fait avec des post-it de couleurs différentes pour représenter les activités différentes, activités de transformation, activités d'attente, activités de transfert d'informations, activités de stock, etc. Et en quantifiant le plus possible tout ce qu'on pouvait quantifier. Là aussi, un projet Lean Office, c'est un peu différent d'un manufacturing, c'est-à-dire que le caractère répétitif est très différent. Vous voyez que ce qui traverse ce PEP, ce Product Evolution Process, ça peut être des projets qui durent quelques secondes ou une journée et des projets qui vont durer 2 ans. Donc, et tout passe dans ce processus. Donc, ça veut dire qu'il est très difficile de faire un modèle unique pour tous les projets. Donc, il faut essayer de quantifier d'une façon ou d'une autre tout ce qu'on peut quantifier, parce que, mais ça ne sera peut-être pas avec les mêmes outils exactement. L'objectif étant d'imaginer des plans d'action et, en imaginant ces plans d'action, de donner une visibilité sur l'impact attendu. Donc, on l'a dit, l'impact attendu dans des projets Lean, c'est impact en heures travaillées, donc productivité, et impact en temps, c'est-à-dire la durée de traversée du processus. Il est clair qu'après, on saisit toutes les autres opportunités d'amélioration de la qualité, satisfaction client et conditions de travail. Mais on va focaliser sur ces 2 projets, parce que la question qui va se poser au Go Live, quelque part, c'est est-ce qu'on a un projet rentable? Alors, on a travaillé avec les cheminées de coûts et cheminées de temps. Et puis, aux différents plans d'action, vous voyez, on attribue une réduction qu'on a évaluée de ces temps. Alors, une petite précision, vous voyez que sur le graphique, les parties vertes sont très faibles. Donc, il ne faut pas être surpris quand on fait un diagnostic Lean, surtout en Lean Office et surtout quand on n'a pas fait de revue de processus depuis 20 ans, ce qui est un peu le cas en général des processus Office. Eh bien, on arrive à un nombre de tâches à valeur ajoutée qui est très très faible par rapport aux tâches à non-valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas être surpris de ça, ce n'est pas qu'on travaille mal, c'est simplement l'historique. Et on va chercher après l'optimisation, on ne va pas chercher à tout casser pour recommencer à zéro. En tout cas, en général, on va faire de l'optimisation. Voilà, proposer un certain nombre de plans d'action et puis en revue de direction, on en a retenu 3 parce que pour des motifs divers, il y en a un ici qui était intéressant mais qui nécessitait beaucoup d'investissement et qui a été rejeté. Et on a considéré finalement que les 1, 2, 3 étaient ceux qu'il fallait traiter. Voilà. Donc une décision collégiale et ensuite, tout le monde y va.
Ça, c'est dans ce projet-là spécifiquement. Donc, voilà les 3 plans d'action qui avaient été retenus. Je ne veux pas les détailler, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée des plans d'action dans ce domaine-là. Donc, un premier plan d'action qui était PCR prêt à l'emploi. Donc, PCR, ça veut dire Product Change Request. Ce sont les demandes qui arrivent dans le processus. Des demandes pour motif qualité, pour motif obsolescence, amélioration du produit ou coût. Voilà, donc là, un des gros sujets qui générait énormément de gâchis et surtout de retour en arrière, de boucle arrière vers le demandeur, et ça c'est très important. Les boucles arrière, c'est des pertes, évidemment, des gâchis immenses, parce que les Product Change Requests n'étaient pas suffisamment bien faites pour qu'elles soient correctement prises en compte par le processus. Donc il fallait revenir pour avoir plus d'informations, etc. Une étape très consommatrice d'efforts pour certains acteurs. Deuxièmement, la priorisation, parce que un deuxième motif extrêmement important de gâchis, c'était le zapping dans les activités, les changements de priorité très fréquentes. Et donc, il était extrêmement important de remettre en place ou de mettre en place un système de priorisation qui, à la fois, soit robuste et en même temps, soit délégable au processus pour donner de l'autonomie, ce qui n'était pas non plus le cas avant. Et puis, troisièmement, et c'était le plan d'action qui a quelque part payé le plus, mais il fallait faire les 2 premiers avant pour pouvoir réaliser celui-ci, lancer les projets avec plusieurs PCR, c'est-à-dire que l'habitude avant, c'était de lancer un projet de modification par demande. Eh bien, parfois, ces demandes s'appliquent sur les mêmes produits ou les mêmes objets du produit ou les mêmes sous-ensembles du produit. Donc, il était intéressant, et on l'a quantifié, de regrouper les demandes par objet qui va être modifié. Et ça a un énorme impact sur tout ce qui est aval au projet, en particulier industrialisation et mise en œuvre dans l'usine. Donc voilà les plans d'action qui ont été menés dans ce projet. Et je vais donc laisser la parole à Laurence, qui va nous dire ce qu'elle en pense, et surtout nous dire comment elle fait pour maintenant gérer et bénéficier de tout ça. Donc merci Patrice. Donc merci pour la très bonne introduction du sujet. Là, je pense que vous avez tous les tenants et les aboutissants du projet qui a été réalisé l'année dernière par Patrice, donc dirigé par Patrice. Donc, de mon côté, j'étais pilote sur cette partie, et en retour d'expérience, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que c'est vraiment une approche menée par Patrice qui a été extrêmement structurée et cadrée. Et ça, je pense que c'est important dès le départ, d'avoir quelqu'un qui est capable de nous donner une structure et un cadre qui se pose sur notre processus. Donc, comme vous avez vu, l'analyse a été extrêmement détaillée. Et ce qui est intéressant dans notre quotidien, c'est que ça permet aussi une prise de recul et une remise en question de nos activités journalières. Ça, je pense que tous, on ne fait pas forcément assez. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable de nous permettre de réfléchir à notre processus actuel et de savoir où l'amener pour l'optimiser, ça a été vraiment un retour d'expérience bénéfique pour les équipes. Je note aussi, ça, merci beaucoup Patrice, et l'excellente préparation de ce projet. Un projet bien démarré dès le départ permet une exécution qui a été très fluide tout au long du projet. Ensuite, le point que Patrice a évoqué, c'était par rapport à la meilleure définition des demandes. Donc, c'est important, si on reçoit une demande qui n'est pas travaillée, qui n'est pas bien explicitée, vous allez voir que vos équipes vont passer du temps à essayer de comprendre. Donc, on va avoir de la non-valeur ajoutée, comme Patrice vous l'a expliqué. Donc, ce qu'on a cherché, c'est justement le gain de temps pendant cette analyse. Et vous pouvez voir que là, nous avons été globalement de 60% à 80% de sujets prêts pour exécution. Donc, forcément, gain de temps pour nos projets. Ensuite, l'identification de ces actions à valeur ajoutée, ça a permis à nos projets, à notre R&D de se focaliser sur l'action principale à valeur ajoutée. Donc, ça, c'est très intéressant pour nos équipes aussi. Et ensuite, on est passé par une systémisation de l'approche par bundle, donc le regroupement de sujets. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait, mais pas forcément de manière systématique. Et lors du diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui a été aperçu comme
pouvant nous générer des points bloquants dans l'avancement des projets. Donc, on est parti sur cette approche de regroupement de sujets qui permet d'optimiser nos analyses R&D, nos vérifications, validations aussi, et d'aller jusqu'au bout de la chaîne jusqu'à optimiser l'implémentation en usine. Ensuite, le système qui a été créé pour la gestion de criticité des projets et la gestion de la priorité nous a permis des gains en exécution, ça c'est net, et également de passer de 43% de sujets critiques à 30% de sujets critiques. Il faut savoir que lorsque les demandeurs de changement nous amènent leurs demandes, c'est toujours la demande la plus critique au monde, la plus importante au monde. Et le fait d'avoir un système qui était partagé, qui était clair et défini avec des critères qui ne sont pas discutables, a permis d'aligner tout le monde sur la priorité et la criticité du sujet. Donc là, vous pouvez voir en bas, nous avons quelques courbes qui nous montrent, donc la courbe en orange en bas, qu'on est passé de 43% à 30% de sujets urgents critiques sur nos portefeuilles. Depuis le mois, donc on a commencé les KPI au mois de mai, et là, les derniers, c'est ceux à la fin du premier trimestre 2021, donc c'est une action vraiment qu'on suit dans le temps. Au niveau des sujets ready to use, vous pouvez voir que là, on a eu vraiment un gap. On était à 58% quand on a commencé le projet. On arrive à 80% des sujets qui sont prêts pour exécution. Et ensuite, dans l'approche bundle, là aussi une amélioration en passant de 120% de sujets à regroupement à 142%. Et là, c'est vraiment un sujet qui passionne les équipes, le regroupement, et qu'on continue d'exploiter. Donc, pour le prochain slide, c'est également sur la globalité. En une année, ça nous a permis d'améliorer le nombre de sujets traités. Donc, vous pouvez voir que par rapport à 2019, nous avons traité 25% de sujets en plus, ce qui est énorme pour l'évolution et la maintenance de nos offres. Et en parallèle, nous avons réussi à diminuer de 23% les heures passées sur les projets. Donc, c'est une moyenne, c'est quelque chose de global sur tous les sujets, mais c'est un énorme gain et ce qui permet de satisfaire nos clients également à la fin. On a un suivi par trimestre. Bon, faut savoir que par trimestre, ça peut être un peu aléatoire en fonction des trimestres et des sujets fermés, mais ce qui est très important, c'est de voir l'amélioration entre 2020, donc vous voyez sur le graphe, par rapport à 2019. Et ensuite, on peut également comparer avec l'objectif que Patrice nous avait fourni en début de projet, diminuer de 20% les heures passées sur les projets, donc l'objectif qui est en bleu. Et vous voyez qu'à fin 2020, cet objectif est atteint. Et on continue sur une bonne tendance pour 2021 pour donner des nouvelles à Patrice sur le sujet. Donc, on est vraiment dans une continuité. Il y a un fort taux d'adoption par nos équipes de cette méthodologie. Et quelques bénéfices également, c'est que nous avons une diminution de budget, donc de 10% pour tout ce qui est maintenance et évolution de produits, ce qui nous permet de réinjecter ce budget dans nos activités de développement de nouveaux produits ou d'innovation. Donc là, vraiment, on voit qu'on a un gros bénéfice pour l'activité. Et également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, vous avez tout l'aspect KPI, performance, et il y a également une notion de bien-être qui est importante pour les équipes lors des exécutions projet. Les équipes ont vraiment vu un bénéfice car on enlève les tâches sans valeur ajoutée. Toujours plus intéressant de travailler sur quelque chose avec valeur ajoutée. Et tout le monde, donc tous les membres des équipes projet, se retrouvent alignés sur un même référentiel de définition, de priorisation. Donc, il y a une sorte de bien-être qui s'est installé aussi suite à ce projet. Et on se retrouve vraiment dans des conditions de succès qui ont été garanties et qui se confirment encore là, au mois de juin 2021. On peut passer au slide suivant. Là, juste un retour d'expérience pour vous montrer qu'à tous les niveaux, nous avons des bénéfices sur ce projet. Donc, on peut commencer avec M. Guillou, qui est le vice-président de l'activité Drive. Lui, il met vraiment l'accent sur l'élimination des déchets dans nos activités. Une équipe qui se sent encore plus responsable de l'avancement des sujets, encore plus autonome. Donc, c'est les notions d'empowerment
qui ont été mises en valeur et des critères de sélection qui permettent d'avoir moins de tension lorsqu'on essaie de prioriser les sujets. Donc ça, c'est important. Et ce qu'indique M. Guillou également, c'est que il y a eu un regain de motivation suite à ce projet et ce diagnostic. La même chose qui est partagée par M. Kaiser, donc, qui est directeur R&D de l'activité Drive, donc vraiment qui insiste aussi sur le fait qu'on ne perd plus de temps, qu'on a une méthodologie qui nous permet d'être plus agile, plus réactif. Et ça, c'est très important, justement, quand on a des sujets d'alerte, par exemple. Donc, ça nous permet de gagner en réactivité. Et donc, M. Kaiser insiste également sur le fait, pour lui, qu'il est très important d'avoir réduit les efforts niveau vérification, validation, parce que on a beaucoup de ressources qui travaillent sur de très, très nombreux projets en vérification et validation. Donc, le fait d'optimiser les ressources, ça permet d'être efficace, pas que sur la partie maintenance et évolution, mais sur toute notre activité Drive. Et de mon côté, en tant que pilote, c'est une expérience réussie. Donc, merci beaucoup à Patrice pour le support qu'il nous a donné dans ce projet. Donc, du début, avec des choses qui ont été très, très claires pour être mises en œuvre, des très bonnes explications tout au long du projet, toujours une pertinence dans l'analyse des données. Ce qui fait qu'au sein des équipes, on a eu un taux d'adoption très rapide et très fort sur ce projet, et je vais dire quasiment sans effort, en fait, parce qu'il y avait vraiment eu une bonne communication, des bonnes explications sur le sujet. Et le point important pour moi que je souligne encore, c'est le bien-être que cela a apporté dans les équipes. Donc parfois, c'est un peu de lean, ça nous permet de se sentir mieux, être un peu plus motivé dans les projets. Voilà, en quelques mots. Merci Laurence. Une équipe motivée, enthousiaste va toujours très au-delà des objectifs. Donc c'est vraiment vous qui avez mené ça. Alors, il nous reste 3 minutes, je crois, par rapport au timing des 25. Je voudrais insister sur les points clés, pas en général, mais qui ont été dans ce projet vraiment déterminants. Je ne vais pas aller vraiment… Donc, le choix du projet de pilote, le choix du pilote est essentiel, était essentiel pour nous, mais je suis convaincu qu'il est essentiel dans les projets Lean Office en général. Et il va falloir sûrement fonctionner à chaque fois par pilote et ensuite élargissement. L'engagement de l'entreprise, vous imaginez qu'il est essentiel parce que si une équipe n'est pas soutenue par ses managers, elle ne va pas aller très loin. Donc, le plan de communication ici est vraiment cœur. Laurence l'a mené auprès de ses équipes, des équipes connexes, de ses partenaires externes, et ça a été vraiment très important. L'engagement des participants, c'est essentiel. La transparence sur les objectifs, je pense, a été vraiment importante, l'écoute aussi. Veiller à ce que chacun puisse s'exprimer, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à s'exprimer, mais tout le monde a des idées fondamentales qu'il faut considérer. Voilà. Et puis, quand on saisit les opportunités effectivement d'amélioration des conditions de travail, c'est un levier très important, évidemment, pour engager les participants, puisque ça améliore leur vie au quotidien. Et puis, qualifier les impacts et suivre l'efficacité, c'est très engageant pour 2 raisons. C'est à la fois la carotte et le bâton, c'est-à-dire que c'est engageant parce qu'on a envie de voir s'améliorer ses résultats, mais c'est engageant aussi parce qu'on n'a pas envie de montrer des mauvais résultats. Donc, c'est essentiel de choisir les bons KPI. Il n'en faut pas trop, mais il en faut suffisamment pour avoir une bonne cohérence. Voilà. Laurent, je crois que par contre, tu n'as pas pris le temps de te présenter un petit peu plus. Si tu as 10 secondes ou 20 secondes pour dire un peu plus sur ton activité à toi, parce que… Oui, ça avait été fait en introduction, mais je suis responsable des évolutions produits donc pour l'activité Drive, variation de vitesse. Donc, ça prend en compte du hardware, du firmware. Et on gère les problèmes qualité que nous pouvons avoir, les problèmes d'obsolescence, les problèmes de pénurie de composants, les adaptations pour nos clients, donc demandées par rapport à notre marketing, et tout ce qui est productivité sur nos offres. Voilà, rapidement. Ok. Merci Laurence, en tout cas, pour ta participation très, très appréciée. Merci.
Eh bien, je Alors, repasse la main à merci Guillaume. Patrice. Oui, merci Patrice et Laurence. Alors, on va conclure avant de passer aux questions rapidement. Donc, tout d'abord, on voit au travers de la présentation de Patrice et Laurence, de ce qu'on a dit tout au long de ce webinaire, que le Lean s'intéresse au processus. Donc, finalement, quand on est dans les processus, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe son chiffre d'affaires, son côté international ou pas, dans une PME, c'est la même chose, on a des processus. Il y a une synergie entre l'ISO et le Lean. Donc, le Lean, il faut le voir comme un complément à une démarche qualité globale, en sachant qu'on va utiliser du Lean, ce qui est adapté au contexte. La notion de PDCA, donc, qu'on retrouve bien sûr dans l'ISO, dans tous les systèmes de management, elle est inhérente au Lean aussi, avec le standard. Donc, c'est important de faire ces expériences, de corriger ces erreurs et de boucler la boucle du PDCA aussi en allant s'intéresser à ce que font d'autres entreprises, quand on démarre notamment, mais même bien après. Là, on vient de parler un petit peu des outils, des méthodes. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Lean, c'est un état d'esprit. Donc, on parle de changement culturel. Alors, un changement culturel, ça ne se décrète pas. C'est la pratique qui va le faire arriver et s'étendre dans l'entreprise. Au départ, il y a quand même une décision, une volonté de la direction d'y aller. Alors, il faut que la culture d'entreprise soit compatible. Si on a un patron qui est complètement autocrate et qui estime que le management, c'est uniquement descendant, c'est sûr que ça va être difficile de faire du Lean dans un état d'esprit avec une culture de management comme ça. Ensuite, une fois qu'on s'y met, c'est par la pratique que finalement les comportements changent et c'est comme ça que la culture, année après année, elle va évoluer. Alors, quand on débute dans le service, un conseil, on vient de le voir, Patrice en parlait quand il parlait justement de la caractéristique du Lean dans les processus plus administratifs qui est assez souvent transverse. Donc, c'est très important de choisir un périmètre restreint pour ne pas s'embourber dans quelque chose de trop important. Mais il faut quand même que ce soit un processus clé dans le sens où il faut que le résultat soit démonstratif parce qu'après, ça va engager les autres membres, les autres services, ça va permettre de déployer et on est dans une logique de gestion du changement. Si vous êtes une entreprise, une PME qui fait du manufacturing et que vous voulez passer au service, la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez déjà les principes. L'approche flux, c'est la même. Donc, les principes que vous avez utilisés, utilisez-les aussi. Et surtout, pensez à faire le retour d'expérience de la production pour associer le personnel Office. Ce n'est pas pour dire on va faire la même chose, parce que l'Office, ce n'est pas la production, mais en tout cas, montrer qu'on peut mettre en œuvre et ce que ça peut rapporter. Et puis, alors là, il va falloir codéfinir avec le personnel Office, justement, les bons critères de succès, parce qu'ils ne sont pas automatiques, ils ne sont pas forcément évidents dans le service, dans la partie Office, c'est vraiment à identifier et à caractériser. Voilà. Je vais redonner la parole à Merci beaucoup. Jean-Éric. Oui, merci Guillaume, merci à nos intervenants. Bien sûr, des questions sont apparues sur le chat et tout concerne essentiellement cette expérience qui nous a été présentée chez Schneider. Et notamment la première, s'adresse peut-être plutôt à Laurence. Quelles difficultés, Laurence, avez-vous rencontrées en tant que manager ? Quels sont les points clés pour aider peut-être les managers qui ont envie de se lancer? On n'a pas énormément rencontré de difficultés. Je veux dire, dans un premier temps, le manque de temps. C'est vrai que quand on commence un nouveau projet qui va inclure du change management quand même, et qu'on est dans nos activités journalières, il y a un peu ce côté manque de temps auquel on peut faire face, mais qui a été très vite résolu grâce à l'approche de Patrice qui a vraiment structuré la démarche. Donc, je pense que s'il y a un bon coach Lean, un bon chef de projet sur le sujet, ça peut aider par rapport à toutes ces difficultés aussi. Et ensuite, un des aspects, c'est de voir, identifier, donc là, je me souviens des conseils de Patrice, identifier les personnes qui pouvaient être réfractaires au projet. Pour être un peu plus là pour ces personnes, leur expliquer un peu plus la démarche. Donc, on a identifié quelques personnes qui, en effet,
se poser des questions sur le projet. Le but, c'était d'être là pour elles, leur expliquer un peu plus les bénéfices, leur montrer ce que ça allait apporter. Et on a réussi à faire avancer le projet. Voilà pour les difficultés principales. Ouais, Laurence, j'ajouterais qu'une des difficultés que vous avez rencontrées, c'est que ça s'est passé en mars-avril, ce projet. Ah oui, 2020. avec. Oui. Et Oui. on était en plein dans la perturbation du confinement en urgence, de tout le monde à la maison, arrêt des activités, et vous avez quand même réussi à trouver le moyen de le faire. Ouais. Donc vraiment, au point clé, je pense que il y a un aspect communication qui est très important. Donc toujours expliquer aux équipes pourquoi on va le faire, quels vont être les bénéfices. Comme disait Patrice, faut bien choisir les KPI pour pas surcharger les équipes de KPI aussi, parce que je sais qu'au niveau des KPI, on avait eu des petites questions au début. Et après, je vous recommande Patrice pour vous aider sur les projets. Ça aide et ça a été un facilitateur et je veux dire quelqu'un d'extérieur à notre quotidien qui a permis de nous en extraire et vraiment de nous poser sur le projet aussi. Ça, c'est important. Alors, j'ai une question justement qui serait peut-être plutôt à Patrice sur ce projet. Combien de temps avez-vous mis entre le début et la décision Go Live? Entre le début et la décision Go Live, je pense qu'on a été aussi un peu perturbé par le Covid dans cette période-là. Que la troisième étape diagnostic, c'était vraiment en mars. En gros, je pense que dans ce cas-là, on a dû mettre 2 mois, mais on aurait dû mettre 1 mois et demi, je pense, normalement. Oui. Laurence, c'est ça? Oui, c'est ça à peu près. Parce que au mois d'avril-mai, on commençait sur le scope réduit, on commençait déjà les KPI et puis l'implémentation. Et c'est important de passer du temps dans cette étape-là. On peut avoir l'impression d'être trop long, on peut avoir l'impression de gâcher du temps, mais non. Il faut vraiment mûrir toutes les données, il faut mûrir le mapping des activités qui a été fait, il faut avoir des réunions d'échange. Donc, il faut passer du temps à préparer ce qui sera ensuite la proposition. Alors, j'ai une question de technicien et d'outils justement sur cette préparation. Utilisez-vous le standard PMI, Project Management Institute, pour la gestion de projets? Et si oui, est-ce que cela a aidé pour la mise en œuvre du projet Lean? Alors là, on est dans un contexte un peu particulier parce que Schneider Electric a son propre référentiel de projet. Mais néanmoins, le référentiel de projet de Schneider, c'est le même que PMI, en gros. Après, pour les projets de Lean Office, il y a eu un référentiel spécifique qui a été créé. C'est celui que je vous ai montré avec les étapes. J'en dirai pas plus sur cette question parce que on peut aussi envisager de recréer un référentiel à chaque projet si les projets sont de nature très différente. Alors peut-être une question plutôt pour Guillaume. On voit Schneider, c'est quand même une grosse structure, une grande entreprise. Est-ce qu'une PME peut réussir à mettre en place un dispositif identique? Parce que ça fait quand même un peu peur. Alors, moi, je vais donner mon avis, mais après, je pense que Patrice aussi et Laurence pourront renchérir. Mais je crois qu'il faut perdre de vue le côté formel de certains outils, termes. Ce qui est important, c'est l'approche, la logique et bien sûr l'esprit de management. Donc, encore une fois, dans une PME, on a des processus, parfois on n'en a pas conscience. Encore récemment, quelqu'un me disait, nous, on n'a pas de processus. Et puis, j'aurais demandé quel est le taux, est-ce que vous avez plus de problèmes après avoir qualifié vos fournisseurs ou au début? Ils m'ont dit non, une fois qu'on les a qualifiés, on n'a plus de soucis, on a très peu de problèmes qualité en cours. Donc, je leur ai dit, donc ça veut dire que vous maîtrisez bien votre processus de sélection et de qualification des fournisseurs. Donc, on n'a pas toujours conscience, mais on a des processus. Et donc, pour une PME, c'est la même approche, l'approche flux. Et je pense même que dans les PME, on a souvent une confiance dans le management. Je pense notamment aux PME familiales. Et puis après, c'est du bon sens. Ce sont des choses simples à adapter. Par exemple, chez Schneider, on voit qu'il y avait un outil de priorisation qui a été utilisé pour prioriser les projets. Évidemment, Schneider, c'est très grand, mais une PME peut aussi être débordée par des problèmes et peut aussi avoir plusieurs potentiels d'amélioration.
Donc, même la petite PME, elle n'est pas obligée d'utiliser l'outil sophistiqué, mais il faut qu'à un moment donné, elle se pose pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les efforts impact et comment on priorise nos projets? Voilà ma réponse. Alors, ça m'amène à une autre… Patrice? Oui, Patrice, un complément? Sur le principe, j'ai pas mieux. Je dirais simplement que justement, dans mon activité d'indépendant, je viens de faire un projet LeanOffice dans une PME de 40 personnes sur la gestion des projets clients. Donc, ça se passe très, très bien. On n'a pas mis en œuvre des outils aussi détaillés et lourds que ce qu'on avait mis en œuvre à l'époque. Donc, on a ajusté par rapport au contexte. Alors justement, moi j'ai une structure associative d'une quarantaine de salariés sur du service à la personne. Comment je fais pour démarrer? Déjà, il faut que tu saches si tu as un problème. Ah non, je ne sais pas. Je veux optimiser mon service et réduire mes coûts, etc. D'accord. Eh bien, non, mais je pense que… Alors, oui, ça, c'est une ambition. Et alors, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on débute par… on va dérouler la méthodologie dans ce cas que j'ai présenté, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire du data crunching. Si tu ne sais pas exactement quel problème spécifiquement tu veux adresser, mais que c'est plutôt un problème d'efficacité en général, faudra récolter des données, rassembler, analyser et puis mettre le doigt sur les points qui vont faire l'objet d'un diagnostic plus détaillé. Oui. Donc, je comprends qu'on part déjà d'une problématique un peu qu'il faut définir, soit une identification de perte de temps ici ou de productivité. Oui, c'est mieux. D'accord. Justement, toujours pour démarrer, quelles sont les ressources nécessaires dans ma structure? Est-ce que ça va me prendre du temps, moi, en tant que manager? Est-ce que de quoi tu as besoin pour démarrer? Là, j'ai envie de laisser Laurence répondre, en fait. Oui, donc du temps de manager, oui. Ça, je pense qu'il faut accompagner les équipes sur ce projet. En tant que manager, la définition des KPI avec les équipes, par exemple, c'est important aussi d'être présent. Faut voir comment va se dérouler le projet. Moi, sur le projet Schneider Electric, donc on a commencé par un seul portefeuille d'activité. Donc là, j'étais en action avec une personne de mon équipe, donc un chef de projet. Donc on était vraiment tous les deux pour définir le sujet, faire les analyses dans le détail, donc les petits post-it de Patrice. Donc là, vraiment, ça nous a demandé un engagement assez significatif. Ça pouvait aller, en moyenne, c'était une journée par semaine, hein, maximum, je dirais en moyenne. Et ensuite, quand tout a été très bien posé et quand on avait une conclusion, on a très rapidement, donc c'est là où on a eu le gain de temps finalement, on a déployé la même méthodologie sur les autres portefeuilles. Et là, ça s'est fait en maximum, je dirais à peine une demi-heure par semaine pour mettre en place les KPI et réutiliser la méthodologie. Donc finalement, le temps investi au départ, en tant que manager et avec l'équipe, on l'a gagné lorsqu'on a déployé à tout le reste des équipes. Il faut quand même être présent un peu, ouais. D'accord. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre heure pratiquement. Merci bien sûr à tous les intervenants. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques Bonneau pour terminer. Merci à nos intervenants qui donnent vraiment envie de lancer, même si on est une petite PME, de lancer la machine et de travailler sur ce projet parce que ça permet d'optimiser. Eh bien, à toi, Jean-Jacques, pour le mot de la fin. Merci, c'était très, très intéressant. J'avais envie de poser la question, mais est-ce que moi, dans mon couple, je peux mettre en place une démarche Lean? Et j'aimerais bien peut-être que Laurence m'aide un petit peu dans cette approche. En tout cas, blague à part, c'était très intéressant intellectuellement, vos propositions. Merci à vous trois. Donc, pour conclure, vous allez recevoir, et j'espère que ce web vous a également intéressé intellectuellement, vous allez recevoir une demande d'évaluation. Comme toujours, cela nous permet, nous, de reboucler et de nous améliorer. Vous pourrez, dans le cadre de cette évaluation, de ce questionnaire,
éventuellement, si cela vous intéresse, demander à recevoir l'enregistrement de ce web qui vous sera adressé. Donc, si vous pensez bien à y mettre votre adresse mail, n'oubliez pas ce point-là. Le prochain rendez-vous pour nous et pour reboucler la troisième phase de ce Zoom sur le Lean, c'est noter cette date, le 8 juillet. Le 8 juillet, nous avons un web sur la qualification et la compétence, l'amélioration de la compétence des responsables Lean. Les organisations, les entreprises ne sont certainement pas meilleures que la performance, la compétence de leur personnel. Et les responsables Lean ont une importance dans ces projets-là. Donc, je vous donne rendez-vous le 8 juillet. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée où probablement l'AFQP PACA fera des propositions pour développer des activités Lean sur toute la région, sur tout le territoire. Nous n'avons au sein de l'AFQP PACA aucune religion en ce qui concerne les approches, en ce qui concerne les méthodes, mais nous privilégions toujours en fond de tâche le FQM, qui est notre modèle d'excellence. Et de ce modèle d'excellence, nous sommes passés à l'excellence opérationnelle. Et de l'excellence opérationnelle, nous en venons au Lean. Tout est lié. Et nous serions très heureux de développer nos activités cercle Lean sur l'ensemble du territoire. Donc, je vous donne aussi rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures. En tout cas, pour aujourd'hui, merci de votre participation à tous. Bon appétit, bonne journée et bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.